Exactement. Il est 15 heures. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé un atelier sur la biotechnet et la biostatistique appliquée. Et en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni est confirmé au Sénat. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu aujourd'hui en milieu de matinée la nouvelle ambassadrice de France à Djibouti, Dana Pourcarescu. L'audience a eu lieu au salon d'honneur de la primature en présence des proches collaborateurs du Premier ministre. Le Premier ministre et la diplomate française ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre Djibouti et la France, ainsi que les voies et moyens qui sont susceptibles de les renforcer davantage. La nouvelle diplomate française a remercié le Premier ministre pour l'accueil et a assuré le Premier ministre qu'elle apportera une contribution significative à l'essor des secteurs prioritaires de coopération entre les deux pays. La diplomate française a mis également l'accent sur le caractère privilégié et le partenariat exceptionnel que les deux nations entretiennent dans le domaine militaire et de la défense. Le Premier ministre a quant à lui souhaité la bienvenue à Djibouti à la diplomate française et assuré sa pleine disponibilité pour l'accomplissement de sa mission diplomatique sous les cieux djiboutiens. Un atelier sur la biotechnique et la biostatistique appliquée s'est tenu donc au Centre d'études et de recherche de Djibouti. Un atelier qui a été organisé par la direction de l'Institut de recherche médicinale, le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Cet atelier fait partie des activités de la délégation de l'ICJEB venue présenter les opportunités du projet de coopération de djibouto-éthiopienne nommé Biotechnet, dont l'objectif est de renforcer le savoir-faire en matière de biotechnologie dans la Corne de l'Afrique. Le projet Biotechnet a été lancé en novembre 2021. Il est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l'ICJEB, le Centre international de génie génétique et biotechnologie, en collaboration avec l'Institut éthiopien Bio and Emerging Technology Institute et le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Le projet promeut l'éducation scientifique et vise à améliorer les compétences des chercheurs et des étudiants des institutions de recherche de Djibouti dans le domaine des sciences de la vie, en offrant des bourses de doctorat de 3 ans et des bourses d'études d'1 an dans les laboratoires de l'ICJEB en Italie, en Inde et en Afrique du Sud. Sur les changements climatiques, avec la création de l'Observatoire de recherche sur l'environnement et le climat, cela a donné un impact aussi important mais positif en termes de la préparation et de l'utilisation des techniques scientifiques pour lutter contre les changements climatiques. Et cela a donné l'opportunité d'une présence internationale très importante à Djibouti et nous les remercions tous très vivement. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui a présidé cette réunion. Je voulais commencer autrement en disant que quand on a réfléchi à la première journée de la séance du sommet d'ECR qui vient de se passer, on s'est dit qu'il faut qu'on réunisse d'abord qu'on ait l'engagement des politiques, des bailleurs et des institutions de recherche. Aujourd'hui, vous avez les trois devant vous et c'est vraiment un signal très 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 fort de ce que nous pouvons faire ensemble, l'engagement du politique par rapport à une vision, par rapport à des difficultés, par rapport à des challenges comme les changements climatiques. Le scientifique sur ce qu'il peut apporter pour atténuer, pour réfléchir à des schémas d'adaptation, et le bailleur qui voit l'opportunité ici de contribuer à diminuer, en tout cas dans divers aspects, je dirais, du développement, et je vais parler plutôt du mot développement, dans les actions que nous faisons. Hier, il s'est tenu un travail restreint, je dirais, animé dans le cadre du travail que fait l'ICGB avec l'IRM et le CERD. J'ai eu des très très bons échos. Deux collègues ministres m'ont appelé en me disant que nous avons appris que les débats étaient très intéressants. Et donc, j'ai demandé au directeur, au coordinateur scientifique si nous pouvons avoir des comptes rendus, je dirais, les plus fiables de ce qui s'est passé pour qu'on réfléchisse à l'avenir.
On ne s'est pas arrêté là, on n'a pas attendu que le PDF arrive. On a eu une discussion ce matin très intéressante avec nos partenaires ici présents pour réfléchir à ce que nous voulons faire dans l'avenir. Et c'est ça qui est très très important, se placer, définir des priorités et un plan d'action. Une chose est sûre en tout cas, c'est que la formation va continuer et la formation que vous faites aujourd'hui me tient beaucoup à cœur en tant que scientifique, dans la mesure où quand un malade va voir un médecin, s'il lui donne des médicaments sans avoir fait le bon diagnostic, il ne le soignera pas, il ne soignera pas le malade. Donc les scientifiques, les rôles des scientifiques, c'est d'avoir des données, mais pas que, savoir également les traiter. Et pour les traiter et qu'ils soient fiables, il faut qu'ils maîtrisent l'outil statistique. Et là, monsieur le directeur, coordinateur scientifique, vous avez fait vraiment, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, la charrue avant le bœuf, c'est d'abord de réfléchir au schéma le plus réaliste pour avoir ces données fiables. Dans l'actualité également, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu une importante délégation du PNUD dans les locaux du ministère. Le ministre était entouré de ses proches collaborateurs, notamment du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdellah Omar, et des principaux cadres du ministère. Une importante délégation du PNUD donc, a été reçue par le ministre. Les voies et moyens de renforcer donc, et le travail et de faciliter donc, les échanges entre le PNUD et le ministère de l'Environnement et du Développement durable ont été abordés lors de cette importante rencontre. Toujours dans le cadre de leur visite de travail, la délégation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conduite par son président Renaud Muselier, a été reçue par le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, dans ses quartiers au PK23. Une rencontre placée sous le signe de la coopération, marquée sur des échanges principalement portés sur le renforcement entre les ports et la région PACA. Cet échange a permis d'établir les fondations d'un partenariat périn et le président de l'autorité des ports, M. Hadi, a fait part à la délégation de l'expertise en termes portuaires et logistiques sur le comment les infrastructures portuaires modernisées ont fait accroître le trafic des conteneurs. Aujourd'hui, la République de Djibouti à la pointe a développé donc une culture portuaire qui a reçu ses lettres de noblesse par les grandes compagnies internationales, en l'occurrence CMA, CGM. Il est à rappeler que le port de Marseille était le premier port de soudage et Djibouti le second port de soudage. Étant donné le lien historique entre Djibouti et Marseille, le président d'autorité des ports et des zones franches a posé à M. Renaud la question du comment donc retrouver après tant de décennies. À noter que Djibouti n'est pas un grand marché mais un hub. Et par la suite, le président des autorités des ports a invité la délégation du PACA et la délégation pour la visite de nos infrastructures portuaires telles que le Djibouti International Free Trade Center, le port de Doralé, Multimorpose et la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Une brève présentation sur la position stratégique de nos différents sites portuaires et de la zone franche leur a été faite et cette visite donc a vu la participation des membres du conseil régional PACA et du membre du secteur privé et de la chambre de commerce de Marseille ainsi que de la nouvelle ambassadrice de France à Djibouti. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, a reçu par la suite la même délégation conduite par le président Renaud Muselier, président de la région PACA. Ce déplacement de la délégation française avait pour but de discuter des projets pour lesquels les entreprises recherchent des partenariats et de promouvoir la collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le président de la Chambre de commerce et les membres de la délégation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont fait le point sur les projets identifiés lors des séances de travail entre experts des deux pays. Le président Dawalé et donc le président Muselier ont discuté des futurs projets. Ils ont convenu que cette visite de terrain à Djibouti est une occasion idéale pour explorer de nouvelles voies de coopération entre Djibouti et la région PACA. À l'occasion de cette visite, un accord cadre de coopération a été signé. Je vous propose de suivre les propos du président de la Chambre de commerce de Djibouti pour plus de précisions. C'est toujours un honneur et un plaisir de recevoir des ressortissants des pays amis et des potentiels partenaires pour les entreprises djiboutiennes. D'autant plus lorsque les liens qui unissent nos pays sont solides, s'inscrivent dans le temps
Et c'est le cas entre Djibouti et la France. En effet, la relation d'amitié et de coopération économique entre nous sont fortes, car notre histoire est commune. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le fonctionnement de nombreuses institutions nationales est toujours inspiré des modèles français, à l'instar de la Chambre de commerce de Djibouti. C'est donc un véritable partenaire que nous accueillons aujourd'hui, un ami, Frédéric, le vice-président de la Chambre de commerce de Marseille, avec qui j'aurai le plaisir de signer tout à l'heure un accord de coopération renforçant les relations de travail entre nos deux institutions. J'espère que cette mission commerciale sera, pour nos opérateurs privés, la pierre fondatrice du pont que nous bâtirons pour rapprocher nos deux institutions et nos deux communautés, renforcer nos relations économiques et enfin saisir ensemble les opportunités de développement favorables à nos deux communautés d'affaires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, même si la crise de ces dernières années et leur impact sur les chaînes d'approvisionnement ont touché notre pays à l'instar du monde entier, Djibouti connaît malgré tout une période de croissance favorable, propice aux échanges et aux investissements, et c'est dans le domaine économique. Djibouti est plus que jamais une terre d'échanges et de rencontres. La commune de Boulaos, en collaboration avec la sous-préfecture du second arrondissement, a organisé une importante réunion d'information et de sensibilisation avec la population sur la propreté dans les différents quartiers de la commune de Boulaos. Cette réunion a été présidée par le sous-préfet du second arrondissement, Haïbé Hared, et le vice-président de la commune de Boulaos, Ali Addaoué, et a vu la participation des élus locaux de la commune, des sages, des femmes leaders, des responsables des différents quartiers, des associations actives du quartier 6 et les jeunes afin de se mobiliser pour la journée d'action citoyenne prévue pour samedi prochain. Lors de cette réunion, les participants ont discuté de la planification des actions à mener quant à ce programme de renforcement de la salubrité des quartiers et éliminer les eaux stagnantes sur les rues et les ruelles des quartiers. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du programme Djibouti, ville propre et verte. L'opération de l'exercice de vérification des réfugiés et des demandeurs d'asile organisée conjointement par la République de Djibouti à travers l'ONARS et le Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, bat son plein. Après Djibouti, l'opération a débuté au village des réfugiés de Markazi à Obok en présence des autorités de la région et des responsables de l'ONARS et du HCR. Cette opération qui a débuté le 23 octobre dernier se poursuivra jusqu'au 28 octobre prochain. Et ainsi dit, cet exercice est d'une importance capitale pour les réfugiés et demandeurs d'asile déjà enregistrés. En effet, la vérification permettra une mise à jour systématique des données de base de la population réfugiée, rappelant que le dernier exercice de ce genre avait eu lieu en 2017, alors que la norme exigeait une vérification tous les 2 ans, une base de données mise à jour constituant en matière de protection un gage indubitable pour la recherche de solutions durables et des garanties légales, administratives, juridiques et opérationnelles. À dire un grand merci à tous nos partenaires, à commencer par le gouvernement, les autorités, la gendarmerie, la police, nos partenaires d'implémentation comme ONARS, UNFD, le PAM et tous les autres qui sont toujours soit dans la distribution, soit à tenir et à faire en sorte que le vulnérable et parmi les vulnérables les plus vulnérables ne sont pas en manque d'assistance humanitaire. Et c'est là aussi, concerne les populations hautes, que nous tenons aussi à continuer à appuyer continuellement. Donc, un grand merci de nous accueillir ici à Obok Markazi.
Écoutons également l'intervention du secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, Mohamed Ali Kamil. Les opérations de vérification au sein du village de réfugiés de Markazi à Obok. L'opération se déroule depuis le 23 au matin et cela se passe dans de bonnes conditions et nous estimons que d'ici encore quelques mois à bout, avec bien entendu l'aide de nos partenaires, le HR et la préfecture de Bok qui nous a toujours effectivement soutenus et qui est toujours à notre côté. Merci. Dans le camp de Markazi, là, comme vous le voyez, donc, il s'agit bien sûr donc, des nouveaux demandeurs d'asile, en tout cas. Donc, pour l'instant, donc, il s'agit de ceux qui sont déplacés du camp de Hol-Hol. Donc, il s'agit de réfugiés, en fait, de demandeurs d'asile érythréens qui sont donc, venus il y a quelques jours. Donc, là, ils sont installés dans les tentes. Donc, ils sont bien accueillis, donc bien installés. Donc, le HR, comme l'ONARS et les autres partenaires, bien sûr, s'en occupent bien de leurs conditions. Donc, de manière générale, donc, vous voyez, donc, ils sont bien installés. Donc, nous remercions donc, les partenaires donc, onusiens qui ont fait ce travail et qui, donc, nous demandons, en fait, nous disons aux demandeurs d'asile, donc bienvenue donc, dans votre second pays, donc Obok, vous souhaite la bienvenue. C'était donc l'appel à prière de la race. Nous retrouvons la suite de notre édition. Actualité internationale à présent. En Tanzanie, des foyers d'incendie se sont ravivés sur le mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique, où des équipes de pompiers s'employaient toujours pour éteindre un incendie débuté vendredi dernier. Le feu sur le Kilimandjaro s'est déclaré à proximité du camp Karanga, halte pour randonneurs et alpinistes situé à environ 4000 mètres d'altitude sur une des voies d'ascension les plus fréquentées menant au toit de l'Afrique, notamment 5895 mètres. Les autorités n'ont pas communiqué sur l'ampleur des destructions causées par le feu, dont l'origine n'a pas encore été formellement identifiée. Elles ont toutefois assuré que l'incendie n'avait fait aucun blessé et n'avait pas perturbé les activités touristiques sur la montagne, très prisée des amateurs de trekking et alpinisme. Plusieurs dizaines de milliers de personnes gravissent ces pentes chaque année. Montagne emblématique dont la cime enneigée est connue à travers le monde, le Kilimandjaro et la zone qui l'entoure sont classés comme parc national inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'une superficie totale de plus de 750 km², le parc abrite un écosystème remarquable avec une flore riche et une faune composée d'éléphants, buffles, antilopes notamment. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni confirmé au Sénat. Giorgia Meloni remporte aisément le vote de confiance du Sénat. 115 sénateurs se sont exprimés en faveur du nouveau gouvernement alors que seuls 104 votes étaient nécessaires pour atteindre la majorité. La nouvelle première ministre s'est une fois encore employée à rassurer Bruxelles et les partenaires de Rome inquiets à la perspective d'un gouvernement d'extrême droite en Italie. La paix s'obtient en soutenant l'Ukraine, en permettant à l'Ukraine de se défendre. C'est la seule possibilité que nous ayons pour que les partis en présence décident de négocier, a-t-elle déclaré. Avec ce vote, Giorgia Meloni achève la procédure qui fait d'elle la première femme à la tête d'un gouvernement italien et la première coalition conduite par l'extrême droite en Italie depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.